Bulldog Gin. Begin bold. Salut Steph. Salut John. Ça va, tout va bien? Ça va bien et toi? Content d'être avec toi sur ce podcast. Moi aussi, c'est drôle qu'on se retrouve ici. Mais ouais, de Bruxelles à Anvers. Ouais. Tu commences toi la présentation? Je commence la présentation. Donc moi, c'est Stephen aka The Magician et je fais de la musique depuis très longtemps. Je fais ça professionnellement depuis 2007. Et voilà, donc j'ai une carrière qui a commencé par le DJ en premier, puis j'ai commencé à produire de la musique. Maintenant j'ai un label, je tourne beaucoup, toujours. En fait, je tourne plus à l'étranger qu'en Belgique. Ouais. Et voilà, donc c'est un peu ma vie. Je touche aussi à plein d'autres choses, comme un peu le design, la restauration, la photo. Donc c'est des passions, quoi. Mais en tout cas, ma principale activité, c'est la musique. Moi, j'ai créé une boîte qui s'appelle Le Bloody Louis en 2013. Donc, c'est mon activité principale, donc l'organisation d'événements. Je touche à d'autres choses dans le domaine de la musique, des collaborations avec des artistes, des lancements d'albums, etc. Donc, je travaille un peu là-dessus. Et dans le domaine du sport aussi, toujours connecté à l'artistique quelque part, mais voilà, parce qu'au final, tout se rapproche, que ce soit le sport, la musique, l'art, tout peut aller ensemble au final, donc je travaille là-dedans, principalement donc le Bloody Louis qui est un peu le centre de tout, c'est là où pour moi un peu tout commence. Mais voilà, ma principale activité c'est l'organisation d'événements et le domaine artistique. Stephen, John, Salut. Bienvenue aujourd'hui dans notre studio Bulldog. Je m'appelle Malika, je suis votre hôtesse aujourd'hui. Okay. J'ai ici des cartes avec des questions concernant vos carrières, la mode, la musique, un peu tout. Mais ça, c'est pour après. D'accord. On va d'abord commencer avec un challenge. Donc ici, dans mes mains, j'ai un gin tonic pour Stephen. Voici un gin tonic pour John. Merci. Il y a 2 ingrédients secrets dedans et c'est à vous de deviner ce qu'il y a dedans en fait. Donc on regarde pas. Non, faut pas regarder. Vous pouvez sentir, vous pouvez goûter bien sûr si vous voulez, mais voilà. Il n'y a qu'une seule règle, c'est que vous avez 30 secondes. Donc on va lancer le timer quand je le dis. Donc 1, 2, 3, vas-y. C'est parti. Ok. Bon, il y a de la glace, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ouais. Il y a du gin. J'ai aucune idée là comme ça. Faut que je goûte. Du romarin. Ouais, romarin, je pense. Il y a un fruit rouge, mais j'arrive pas à... C'est Stephen l'expert. Hein. Moi, Il n'y aurait pas un fruit rouge tu peux pas regarder. Non, on peut pas regarder. Mais ouais, il y a un des fruit. glaçons, hein. Il y a un fruit. Blackberry. Ouais, c'est ça, je pense. Romarin, mûr, gin, glace. Et encore un troisième. Le tonic, évidemment. Évidemment, il y a un mais tonic oui, dedans. Le tonic, évidemment, ouais, c'est ça. Moi, je cherchais ce qui va avec le gin et le tonic, évidemment. Bien sûr. Donc ouais, on y est alors. Tonic. C'est pas mal. On a gagné. On a gagné, hein. Bravo. Bulldog à vie. Chin. Santé. Yes, c'est pour toi. Ok. Ton premier DJ set, c'était où et quel effet ça t'a fait? Waouh, mon premier DJ set. Bon, alors, c'était pas sous The Magician, c'était il y a bien plus longtemps. L'année, je suis pas sûr et certain, mais en face d'un public. C'est peut-être devant un mariage en famille, en fait, finalement. Mon premier DJ set en Belgique. Même pas, parce que moi, je viens pas de Bruxelles à la base. Je viens de Charleroi. Charleroi et Namur. Donc, c'était peut-être dans la famille, mais je dirais que le premier DJ set où j'ai organisé la soirée, parce que j'organisais des événements. Ah ouais. Du côté de Charleroi. Ok. C'était peut-être en 1995, 4-5. J'avais 4 ans. La première fois que j'ai été booké, oui, t'es plus jeune. La première fois que j'ai été booké, c'était en 96 dans un petit bar à Charleroi qui s'appelait La Petite Fugue. Et j'étais résident. C'était un tout petit bar de, je dirais, 50 personnes, tout petit. Mais c'était assez cool parce que c'était les bonnes années de Charleroi où il y avait encore les gens cool. Ça vivait à fond. Ça vivait, il se passait des choses avant le déclin de la ville. Et donc je jouais là tous les samedis. Et ça s'est bien passé, le premier, 2 ans. Le tout premier. Le tout premier set s'est bien passé. Okay. Pour la petite anecdote, j'étais quelqu'un de très timide. Ouais, ok. Mais ultra timide. Et je ne rêvais pas spécialement de jouer devant des gens. C'est parce que tu l'organisais, en fait. Ah non, mais là, je ne l'organisais pas, en fait. Hein. Okay, donc, okay. Quand on parle du petit bar, je n'organisais pas la soirée. J'étais booké en tant que DJ, mais je ne voulais même pas y aller. C'est mes amis qui m'ont forcé à jouer. Et j'ai demandé, je veux bien jouer, mais alors dos au public.
Mais non. Ouais. Ok. J'étais timide de me montrer, en fait. Okay. Mon but n'était pas d'être connu la pour musique, ma façon, mais je voulais partager ma musique. Okay. Je voulais partager la musique sans spécialement être connu. Okay. C'est ça le truc. Bah, c'est tout à ton honneur. Hein. C'est mieux de commencer comme ça. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai joué avec les dents dans mon dos, quoi. Okay. Et je jouais de la musique, je me souciais. Après, j'étais hyper content quand quelqu'un venait me solliciter, dire que la musique était cool. Mais c'est tout, quoi. Donc j'ai commencé comme ça, voilà. On va dire 1996. Belle histoire. Cool. Merci. À mon tour ? Vas-y, on y va. Allez. Alors, John, quel a été ton premier contact avec l'entrepreneuriat ? Le tout premier, je pense, c'est dans la famille. Mes parents sont commerçants, et donc et mes grands-parents aussi. Donc, j'ai vraiment grandi dans cette idée d'entreprise, de créer des choses, développer des commerces. Donc très petit, je voyais mes parents. On habitait, en fait, si tu veux, c'était notre maison et le magasin de mes parents étaient dans le même bloc. Donc, et donc, si tu veux, la maison et le magasin, c'était la même vie, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que vous vendez ? Mes parents, en fait, se faisaient tout ce qui était liste de mariage et air de la table. Ah, d'accord. Mais bon, c'est de la vente. Donc, il y avait un aspect très familial que je pense que j'ai pris avec moi dans ce que je fais aujourd'hui. Et donc, le contact dans l'entrepreneuriat, c'était voir mes parents gérer une équipe, je pense comme une grande famille, de manière... il y a quand même une vingtaine de personnes, et de gérer ça justement en bon père de famille, de manière très saine, avec une bonne ambiance, l'équipe qui mange ensemble, etc. Tu vois, donc, c'était un peu de l'événementiel aussi, finalement. Ça rejoignait l'événementiel. En tout cas, je vois aujourd'hui que j'ai pris des choses de là, dans la manière dont mon père et ma mère géraient, autant la gestion de l'équipe que la gestion de la compétition, que d'arriver à comment créer une entreprise saine qui peut tenir dans le temps, parce que finalement, moi, ce que j'ai vu, c'était aussi le travail de mes grands-parents, et donc tout s'est enchaîné de génération en génération. Moi, j'ai fait autre chose, mais donc je pense que mon premier contact, il a été au plus jeune âge. Je pense que j'ai vraiment commencé à comprendre vers 12-13 ans, en étant quotidiennement dans le magasin avec mes parents, et voir les équipes qui étaient là depuis longtemps. Chacun a ses habitudes, chacun a sa manière d'être, etc. Et donc, je pense que c'est mon premier contact, c'est avec mes parents. D'accord. On y va, on continue ? On continue. Quel conseil te donnerais-tu si tu débutais aujourd'hui ? Donc, te donnerais-tu à toi-même, quoi. Je dirais que ça a tellement changé. Là, aujourd'hui, par rapport à avant. Donc, moi, j'ai commencé, il n'y avait pas Internet. Déjà, rien que ça, c'est une grosse évolution. Quel conseil je donnerais ? De toute façon, c'est les mêmes, c'est les principes de base. C'est-à-dire, faut aimer ce qu'on fait et pas vouloir devenir quelque chose. Évidemment, les gens qui veulent devenir aiment ce qu'ils font, mais ils veulent avant tout avoir la notoriété, devenir des stars, etc. Donc, être vraiment passionné de ce qu'on fait, parce que je pense que si t'es pas passionné ça marche pas. À un moment donné, ça s'effondre, ça se voit, et donc là on arrive dans un truc où on n'est plus en phase, on n'est plus honnête par rapport à ce qu'on fait, et ça se sent tout de suite. Donc voilà, c'est une des principales choses, c'est vraiment être passionné, persévérer et énormément travailler. Énormément travailler, et de toute façon, quand c'est une passion, moi j'ai pas l'impression de travailler. Tu le fais avec plaisir. C'est ça. Le plus difficile, en tout cas pour ma part, c'est de me lever à 6h du mat pour prendre 2 vols, pour arriver à 13h à destination, ou 18h avec un décalage horaire. Le plus difficile est là, mais en tant que tel, le reste c'est du plaisir. Voilà, évidemment. Top. À mon tour. On y va ? Allez. Quel a été le moment où tu t'es dit que tu venais de faire un truc vraiment dingue ? Il y en a plusieurs. Je pense que le tout début, c'est... moi, je faisais des événements donc avant 2013, quand j'ai créé le Bloody Louis. Et puis, je pense que j'ai vraiment senti que le moment où j'ai créé le nom, c'est-à-dire que tu passes d'une étape où tu organises des événements à droite à gauche à... Tu crées ton propre bateau, c'est pas tu montes sur le bateau d'un autre, et là tu crées vraiment quelque chose, c'est toute ton équipe, c'est ton identité, et c'est à toi de la faire vivre dans le temps, parce que on sait que dans
dans mon secteur, c'est assez rare les boîtes qui durent dans le temps. Là, ici, on a passé le cap des 10 ans et c'est vraiment une grande fierté avec la même équipe. Donc, c'est pas un nom qui s'est racheté. D'ailleurs, 10 ans. Ouais, bah, tu le sais, hein, c'est je pas. Sais, mais je crois que je suis venu la première ou la deuxième année. Ouais, c'est ça. T'es venu très tôt. T'es venu très tôt chez nous et j'ai vraiment senti que c'était un cap en me disant ok, là, j'ai pas créé une soirée, j'ai créé vraiment une identité d'un établissement. Ça, c'était un gros cap. Et puis, on a eu un événement majeur qui a un peu façonné notre histoire et qui continue à nous aider aujourd'hui. C'est le fait d'avoir eu Drake chez nous, qui est fatalement un des plus gros noms actuels. Le fait qu'il ait chanté aussi, parce que c'est ça en fait qui ne peut pas... ça n'est pas possible d'acheter sa prestation. Et ne le fait que si l'accueil est bon, que si le club est de qualité, le son, la lumière, etc. Et il l'a fait 2 fois de suite. Et on est le seul club en Europe sur ces 2 tournées où déjà il a choisi de revenir. Donc déjà ça, c'est une étape. Et puis il est là et en fait il dit... En fait, pour l'histoire, je crois qu'il est arrivé à 12h30 et à 1h, il voulait déjà chanter alors que la boîte était même pas encore remplie et il voulait vraiment chanter. Et il le dit dans une vidéo et forcément, on a bâti un peu l'histoire du club sur ces 2 venues. Chaque fois, il a chanté. C'est quelque chose d'unique. Donc là, j'ai vraiment senti qu'on avait passé un nouveau cap et ça nous a amené encore plein d'autres noms qui ont voulu venir chez nous par après. Et donc voilà, ça c'était des big steps, quoi. Big steps, bien sûr. Moi, je me souviens de Drake. J'y étais pas, mais évidemment, on en a parlé partout. C'était assez c'est dingue. Cool parce qu'au final, ça fait déjà un moment, 4-5 ans, je crois. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Donc, on attend la prochaine tournée maintenant. Bravo, cool. Merci. Et toi, du coup, quel a été le moment où t'as vraiment senti que t'as passé une étape, que t'es passé dans la division moi, c'était en fin 2010 où j'ai eu l'opportunité de remixer une artiste que j'adore, qui est Likili. Et moi, je dis Likili. Likili. C'est comme ça qu'on dit. Okay. Je crois que c'est Likili. Okay. Je dis Likili parce que peut-être que je suis vraiment français. Enfin non, en fait, je suis belge, mais je suis pas du tout français, mais je parle français. Belge. Je parle belge. Pour le fameux remix que tout le monde connaît. Le fameux remix de I Follow Rivers. Voilà, donc j'ai été approché par le label, etc. Et bon, un peu le comble du truc. Comment ça marche ça ? C'est toi qui demandes ou c'est ton inspiration Non, j'ai été approché par le label. Bon, après, j'avais un projet avant, j'étais aussi DJ avant, donc j'avais quand même quelques contacts dans le milieu de la musique. Le email n'est pas arrivé comme ça. Donc on savait un peu ce que je faisais, ce que j'étais capable de faire. Et donc voilà, très simplement. Puis Likili est une artiste indé à ce moment-là. C'est pas Drake, c'est pas une artiste, je veux dire, qui vend des disques. Non, parce qu'on connaît plus ta version que la version originale. Voilà, en fait. c'est ça. Au final, j'ai rendu le morceau plus populaire que ce qu'est Likili, finalement, qui est quand même une artiste indé. Enfin, musique indé, plus que pop. Ça passe pas à la radio de base vraiment. Non, pas vraiment. C'est reste très niche ou des radios moins commerciales, on va dire. Mais donc voilà. Donc ça, c'était vraiment le grand tournant de ma carrière. Parce que ça m'a apporté... Bon, à ce moment-là, j'avais pas de management, je faisais tout seul. Donc j'ai fait quelques erreurs aussi, des réponses. Je m'auto-manageais. Mais après, ça m'a apporté beaucoup de visibilité, de contacts, beaucoup d'approches de partout dans le monde. Parce que quand tu fais un truc comme ça, et que c'est numéro 1 en Europe, quasiment dans tous les pays d'Europe, et même outre-mer, enfin Atlantique, pardon... voilà, les States, justement. Mais après les States, c'est marrant parce que c'est pas ça qui m'a fait connaître aux States. Likili m'a vraiment fait connaître en Belgique, France, l'Europe. Voilà, l'Europe. Les States, c'était autre chose. C'était un autre morceau qui est arrivé plus tard. Et aussi mon concept de Magic Tape, qui sont les mixtapes mensuels. Tu vois, voilà, les Américains suivaient beaucoup ça. Donc voilà, mais donc c'est ça, c'est le remix de Likili avec Follow River. Je connaissais la réponse, mais je me doutais que c'était ça le gros tournant. Voilà. On est, je pense, à la dernière question. Ça, c'est la dernière pour toi. C'est à moi. Je pense. Hop. Comment ton travail a-t-il évolué ? Mais comme tu l'as dit, tout a changé dans ton secteur, dans le mien aussi, parce que forcément Internet a tout changé. Bon, moi, il y avait, quand j'ai commencé en 2013, c'était déjà là, mais on était quand même beaucoup plus dans du physique. Quand j'ai commencé
Moi, en 2010-2011, l'événementiel. Au niveau communication, tu veux dire? Ouais, la com a changé. On était vraiment... à la base, c'est les flyers, les affiches, etc. Puis tout a changé avec l'arrivée de Facebook et puis maintenant Instagram. Mais on y revient quand même au final. Moi, je reviens beaucoup au physique. Donc, tout a changé dans la manière dont les outils sont plus les mêmes qu'au tout début. Moi, j'avais 23 ans aussi quand j'ai commencé le club, donc aussi un peu insouciant et un peu très jeune au final et sans beaucoup d'expérience finalement. Ok, question suivante. Ah ouais, d'où vient ton nom d'artiste? Mon nom d'artiste. Je sais pas non plus. Ouais, mon nom d'artiste. Donc, j'ai eu plusieurs projets dans ma carrière. Ouais. En vrai, j'en ai eu 2 qui ont marché. Ok. Aéroplane et The Magician. C'est ça, ouais. Et quand Aéroplane, donc on avait un projet qui a duré 2-3 ans, on s'est séparés, lui a continué avec le projet, moi j'avais plus de projet, donc il fallait trouver évidemment un nouveau nom de projet. Et comme j'aime bien un peu les trucs un peu, on va dire, différents, ordinaires, j'aime bien les concepts en fait, c'est plus ça que je veux dire, j'aime bien les concepts, la création. Ouais. Et donc, j'ai pensé à quelque chose de, peut-être mélanger ça à la mode avec un outfit. Ouais, il y avait les vestes, etc. Les vestes, je me souviens donc quand c'était The Magician, parce que, voilà, je voulais pas rentrer trop dans le délire Magician avec un lapin, un chapeau, machin, mais que ça reste assez classe quand même, assez... Imagine sortir un lapin sur scène. Voilà, c'était too much. D'ailleurs, le problème avec ce nom, c'est que quand tu arrives dans un pays... Ils s'attendent un peu à ça, évidemment. Okay. Et ça, c'était un peu le truc que j'aimais pas. C'est qu'on s'attende à ça. Du coup, j'ai tourné un peu ça un peu en humour aussi, par des vidéos, etc. Les premières tournées, pour bien montrer que c'était pas du tout sérieux dans le sens se prendre au sérieux. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est sérieux, mais en même temps, je me prends pas au sérieux. Parce que pour moi, la musique, je m'amuse. C'est du fun, c'est une passion. Donc voilà, donc c'est ça. C'était donc ce nom, c'est pour mettre un peu de fun dans le jeu, quoi, s'habiller, etc. Et tu l'as super bien. Je préfère ça que m'appeler, je sais pas moi, DJ Cosmic ou DJ Stephen. Ouais, c'est clair, c'est pas. Voilà. C'est un peu moins sexy, hein. Bah à ce moment-là, c'est ça qui est sorti, et puis j'ai gardé ça et voilà quoi. Ouais, c'est parfait. Ça a marché, hein. Au final, ça a fonctionné. Le bon choix. Top. Voilà, à mon tour. Alors, John, ton parcours est vraiment impressionnant. C'est vrai. Te reste-t-il encore des défis à relever dans ta carrière? Ouais, les défis... Les défis, ils sont un peu chaque week-end, hein, parce que en fait, il y a jamais rien qui est acquis. Donc, nous, on travaille vraiment week-end par week-end où on se dit pas... on a réussi ce week-end, donc le prochain va venir tout seul. Et donc les challenges, ils sont là tout le temps. On a aussi des gros challenges annuels où en été, on ferme chaque fois 1 mois. Donc par rapport au club, où on veut chaque fois revenir avec de la nouveauté pour que les gens se disent OK, c'est une nouvelle saison, il y a du neuf à chaque fois. C'est ça. Rendre la rentrée fraîche. Et tout le temps. Et c'est super important et je pense que c'est pour ça qu'on dure aussi. Donc des challenges créatifs, c'est clair. Alors, si tu devais choisir un seul moment où tu as dû sortir de ta zone de confort, mais après coup, ça en valait vraiment la peine, lequel choisirais-tu? C'est peut-être quand j'ai fait un peu de musique urbaine aussi dans ma carrière. J'ai fait une collab avec Hamza. Ouais, c'est clair, ok. Et juste avant avec Ebenezer, qui est pas connu en Belgique, c'est un artiste anglais, mais qui est aussi très axé. J'aurais dit urbain parce que le mec fait du rap, R&B, donc voilà, un peu comme Hamza finalement. Hein. Et donc j'avais envie. C'est marrant que tu parles d'Hamza parce que juste avant de venir, j'étais en ligne avec son agent, avec son agent pour justement le faire venir au club. Ouais, c'est ça. C'est super marrant que tu parles de lui. Et donc voilà, c'est quand j'ai fait cette collab avec Hamza, et là je suis sorti de ma zone de confort parce que j'avais le challenge de faire. J'avais envie de le faire. Hein, il y avait aucune obligation parce que je fonctionne comme ça dans la musique. Comme je reviens à la passion. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Quitte à m'attirer, je veux pas dire des ennemis, mais des gens qui aiment pas, qui sont déçus, parce qu'ils s'attendent à entendre de la musique ou house, ou EDM, ou disco. Ça peut surprendre. Et puis voilà, et puis au final, quand tu t'exprimes et que tu l'expliques, les gens comprennent qu'on n'est pas obligé de rester dans un style de musique. Et je suis ouvert d'esprit dans la vie comme dans la musique.
Et donc, voilà. Donc, et pas de regret. Et j'ai pas de regret, non. C'est là que je suis sorti de ma zone de confort, où j'ai fait quelque chose de différent. Et finalement, ça a pas mal fonctionné, mais surtout, évidemment, dans les pays où Hamza fonctionne, parce que comme c'est le chanteur, c'est plus ses fans qui ont aimé c'est ça. la musique que les miens, mais je me suis quand même attiré quelques nouveaux fans finalement en France, au Canada, en Belgique. Et du coup, il y a des nouvelles collaborations urbaines qui arrivent ou Alors il y en a parce que j'en injecte toujours un peu dans ma musique, même si la musique ne sera peut-être pas dans le style musical sera peut-être pas similaire, mais dans une prod, on va dire house, tu peux insérer un vocal plus urbain, plus rap, plus latino, ou voilà. Ouais. Et il y en a dans mes prochaines sorties, enfin dans mes prochains titres. Cool. Il y en aura. D'écouter ça. Ouais. Et top. Steph, on arrive à la dernière partie du podcast. Déjà. Vas-y. On va parler un peu du futur, de l'avenir. Avec plaisir, oui. Je t'invite à prendre la première carte. Honneur à toi. Alors, allons-y. Work hard, play hard. Okay. Ça, on connaît tous les deux, je pense. Tu es quelqu'un qui n'a pas peur de décider. As-tu déjà regretté une décision ? Mais justement, j'ai déjà regretté d'avoir gardé trop de réserves et de me dire tiens, ça j'ose pas faire. Donc ouais, c'est ça, c'est garder un peu ce trust your guts, quoi. C'est vraiment, si t'as un feeling, j'ai déjà eu ce moment où je me dis tiens, j'aurais dû faire ça, et puis je l'ai fait finalement 1 an ou 2 ans plus tard. Que ce soit sur un artiste ou le lancement d'un concept ou partir dans un autre côté musical, en me disant que c'était trop tôt, etc. Ouais, et au final, choisir le bon moment, c'est ça. Et parfois, en fait, il faut juste y aller et se faire confiance, quoi. Au final, après, toujours en faisant ça en bon père de famille, sans prendre trop de risques. Mais tu vois, il y a des fois où je me suis dit, tiens, en fait, ça, il y a 6 mois, j'aurais déjà dû le faire. Ouais. Je reprends l'exemple, l'histoire d'Halloween. En fait, au bout de la 2e ou 3e année, j'aurais dû dire sans costume, vous rentrez pas, parce qu'en fait, tu vis l'expérience totalement différemment et les gens, ils ont besoin d'être guidés et de pas avoir trop d'options, parce que sinon après, ça s'éparpille. Ouais, bien sûr. Et en fait, il faut chaque concept, chaque chose qu'on fait, il faut le faire à fond. Sinon, si c'est fait à moitié, ben c'est pas. Pour les gens qui veulent vivre le truc, ils sont déçus, et puis nous aussi, et ça se retransmet pas dans les images après que tu veux. Ça se traduit pas bien dans les images par après. Donc ouais, c'est toujours un peu suivre l'instinct et suivre le feeling. Ça vient pas. Et si tu te plantes, tu te plantes. Hein. Au final, c'est pas la mort. Hein. Ouais, bien sûr. Je pense. On vit avec ça. Hein. Exactement. Next. Vas-y. Quel serait le conseil le plus audacieux que tu donnerais à ceux qui nous écoutent en ce moment ? Conseil le plus audacieux. Toujours nous écouter, parce que ça va s'envenimer là dans les prochaines questions. Non, je rigole. Donc là, quel conseil je pourrais donner ? À ceux qui nous écoutent. Je dirais que dans la musique, du coup, peut-être. Oui, bien sûr. Je vais plus parler pour mon domaine que je connais certainement un peu mieux. C'est de rien lâcher. Je sais qu'il y a toujours un moment. Donc, quand tu as une passion comme la musique, tu la commences généralement tôt. Ouais. Et il y a un moment donné où il y a l'école. Et puis il y a le travail. Ouais. Et donc là, c'est charnière où tu continues à aller à l'école, faire ta passion. Tu as un peu de temps. Mais quand tu commences à travailler, tu as moins de temps pour ta passion. Ouais. Et 80%, 90% des gens, voire plus, ils stoppent la passion. Ils abandonnent. Ouais. Ils abandonnent la passion et ils se mettent au travail. Ce que je peux comprendre, parce qu'on a tous besoin de gagner. Payer des factures. Voilà. Mais après, je pense qu'il faut, quand on a une passion, il faut quand même tout ce temps réussir à créer l'opportunité. Parce que ça n'arrivera jamais tout seul. Ouais. Les mails ne vont pas arriver tout seul. Il faut créer l'opportunité. Ouais. Il faut bouger, il faut aller rencontrer des gens, il faut le sentir. Et c'est comme ça qu'on peut débloquer des opportunités, des connexions avec des personnes. Et qui font que finalement notre métier, ce sera notre passion. Ouais, et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est comme ça que j'ai réussi dans ce que je voulais entreprendre. Alors qu'à la base, je ne pensais pas travailler un jour, enfin en tout cas gagner ma vie de ça un jour. Ouais, c'est ça. C'était le rêve ultime en fait. C'était le rêve ultime, mais après c'était juste un rêve. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai créé des opportunités en m'en rendant pas spécialement compte quand j'étais plus jeune finalement. C'est avec le recul que je me suis dit j'ai bien fait de faire comme ça. Rencontrer cette personne. Voilà, c'est ça. Aller là et tout.
tout. Donc, ne pas s'en empêcher tant qu'on peut le faire. Ouais. Parce qu'à partir d'un moment donné où on a trop d'obligations, il y a moins de temps. Et on a moins le temps, et ben là on est un peu coincé, et finalement on suit son petit train-train. Bon, les gens sont peut-être heureux comme ça, mais d'autres, ça crée des frustrations, ou c'est dommage, on se dit tiens... T'as pas vécu ton rêve, ou t'as peut-être pas donné tous les moyens de... Tu t'es pas donné les moyens pour y arriver. Parce qu'il y a un facteur X, hein. Il y en a qui peuvent travailler comme ils veulent, ça vient pas, mais au moins d'essayer un maximum. Ouais. Non, c'est clair. Jamais lâcher. Jamais lâcher. Jamais lâcher. À ton tour. Alors, quel est ton prochain projet ? Peux-tu déjà nous en dire quelque chose ? Ouais, ça vient un peu avec l'histoire précédente, parce que forcément, c'était connecté à une réflexion déjà depuis quelques années, l'histoire d'Halloween. Donc, je ne sais pas si ce sera le prochain. Le prochain projet, c'est ce week-end, forcément. Mais non, le prochain gros projet, on va dire... mais on parlait d'Hamza tout à l'heure, on a confirmé une date avec lui, donc pour nous c'est très très gros parce qu'il n'a pas fait de club depuis très longtemps en Belgique, et en tout cas à Bruxelles. Puis il y a eu un album assez fou qui est sorti aussi, donc ça c'est big. Des prochains gros trucs c'est ça, hein. Puis après on a toujours les collaborations en été qui viennent, etc. Donc il y a de ça, mais révéler un gros truc aujourd'hui, je voudrais pas me brûler, parce que si il se passe pas... non, je pense que tu as raison. Je préfère toujours garder un peu... Mais déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, non, c'est clair. Mais voilà, les grosses choses vont continuer à arriver, et puis c'est continuer à développer le club, et puis peut-être un jour avoir une deuxième version du Bloody Louis. C'est quelque chose qu'on envisage. On est sur un projet... L'île Bloody, donc un petit Bloody Louis. Au même endroit ou ailleurs? Non, ailleurs. On aimerait bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait faire, hein, l'île Bloody. À voir avec le temps. Hein. On essaie de mettre ça en place et on verra ce que le temps nous dira. Cool. Quel souvenir veux-tu laisser derrière toi? Un album que je n'ai pas encore, mais sur lequel je travaille. Ok. Et j'ai quasi fini, en fait. En réalité, il est presque fini, enfin. Parce que plein de fois, j'ai annoncé 2024. Ouais. 2024. Ce sera après l'été, parce que bon, les choses pas une Magic Tape, parce qu'il y a les Magic Tapes qui sortent régulièrement. Voilà, les Magic Tapes, ce sont des mix d'autres artistes. C'est ça. De temps en temps, j'injecte mes morceaux, mais c'est principalement des choses que je découvre, que je fais découvrir. Bon, maintenant, ça a commencé comme ça avant Spotify. Maintenant, il y a Shazam et Spotify, donc. Mais malgré tout, je garde ces Magic Tapes parce que, on va dire, j'ai un espèce de rôle de test maker où je propose des choses. Et tu fais découvrir aux gens. Je fais découvrir des choses aux gens, et c'est jamais toujours la même chose. C'est toujours frais, en fait. C'est toujours la musique fraîche, même si elle est un peu rétro, ou elle est un peu ce que plus tu joues en live, ou un peu plus. C'est un peu ce que je joue. Ouais, c'est ça. Ce que je joue, bien sûr. C'est un peu représentatif de ce que je joue en club. Et heureusement que je fais ça, parce qu'au final, dans beaucoup d'endroits, notamment où le Likili remix a marché, on pense que je joue cette musique, en fait. Tu ne joues plus ? Mais que je ne joue plus. Enfin, je le joue. Je le joue, évidemment, mais je ne joue pas que ce type de musique, aussi pop et, tu vois... c'était il y a longtemps déjà. C'était il y a longtemps, en plus, donc la musique a changé, évidemment, depuis. Mais donc, voilà. Et donc, l'album arrive, quoi. Et donc, l'album arrive l'année prochaine. L'album arrive. En vrai, il est écrit, il est composé, j'ai les chanteurs, etc. C'est plus que du mix et du mastering. Et ensuite, planifier la sortie petit à petit des singles et puis de l'album. Top. Voilà. Steph, merci pour toutes les infos, pour la reveal de l'album aussi. Écoute, merci à toi aussi, tous tes nouveaux projets, d'avoir un peu, sachant un petit peu plus sur comment tu as commencé aussi, d'où ça vient, tout ça, cette envie d'entrepreneuriat. Ouais, merci à toi aussi, merci à Bulldog. Merci à Bulldog de nous avoir reçus. Qu'on se revoit bientôt à Bruxelles, en festival, au club. Bien sûr, même peut-être un resto. À fond. Tu me diras un peu plus sur... le resto de tes rêves, qu'est-ce qu'il y aurait au menu? Qu'est-ce qu'il y aurait au menu de mon resto? Ouais, si tu me dirais un peu plus... Wow. Mais je te le dirai, alors je ne veux pas trop révéler, parce que ça reste secret pour pas qu'on me pique l'idée. C'est ça, on fait ça. Top, merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à tous. Bulldog Gin.